Me revient, moi, cette phrase que tu m'as dite, que tu ressentais que la jeunesse était en fait emprisonnée chacun dans son petit paquet congelé sous vide et dans une file, et que c'était le début et l'arrivée, et qu'à la fin, ben, on jette ce petit paquet comme des viandes congelées, comme n'importe quoi, ou si on ne les jette pas, la société les dévore. C'est un peu pour ça, c'est comme ça que je ressens ce que tu as dit. Et que tu as pour toi le sentiment que c'est quasiment impossible de sortir de cette chaîne, de ne pas faire partie de ça. Et que tu as le sentiment aussi que beaucoup de jeunes se sentent prisonniers vers un avenir qui n'est pas un avenir, vers une fin inéluctable qui est, pourront, oui, peut-on dire, programmée, si je comprends bien. La curiosité est notre première contribution à la beauté tantôt merveilleuse, tantôt monstrueuse du monde. Le hasard se manifeste en faveur des esprits préparés. Prépare-toi et le hasard se manifestera en ta faveur. Un désir constant est une promesse que l'avenir nous fait. Nous sommes notre propre matière première et dans l'aventure de la vie, rien ne nous arrive qui ne soit de même nature que nous-mêmes. Moi, je pense qu'on aurait pu quasiment se sentir tous, même du temps de ma jeunesse, pris dans un relais semblable, parce que les parents espèrent toujours, programment la vie de leurs enfants. Ils veulent pour leurs enfants, soit ce qu'ils ont eu pour eux, s'ils l'ont eu, tant mieux, ou ce qu'ils n'ont pas eu pour eux. Ils veulent que socialement, ils s'élèvent plus qu'eux, ils soient différents, et surtout qu'ils gagnent bien d'argent, qu'ils aient un bon poste, un bon travail, sans jamais penser, mais est-ce que mon enfant, c'est de ça qu'il a envie? Est-ce que je ne projette pas mes désirs sur l'enfant, je ne lui impose pas ce que moi, je voudrais, que j'ai eu ou que je n'ai pas eu, mais je voudrais qu'il soit comme ça. Et alors il y avait cette phrase, je ne sais plus qui, un saint quelconque, qui disait fais, ah mais c'est du Christ, hein, qui fais aux autres ce que tu voudrais que l'on te fasse. Et pour moi, ce n'est pas vrai. Il faut dire fais aux autres ce que tu voudrais qu'on leur fasse. Parce que si c'est ce que toi tu désires, pourquoi est-ce que l'autre aurait le même désir que toi? C'est pas parce qu'il est né de tes gènes, de ton ventre, qu'il est une parcelle de toi, une parcelle qui doit continuer la même vie que ce que tu as eu et qui doit amplifier cette vie-là. Il faut que chacun, pour moi, trouve son mode de vie. Pourquoi fuis-tu m'ignorer si je suis près de toi? Quand les yeux je regarde, je me perds dedans moi, car tes perfections changent mes actions. Celui qui ne s'égaye pas se sépare du monde et de lui-même. Celui qui prend plaisir à vivre n'est pas disposé à nuire au monde, n'est pas porté à faire du mal ni aux autres ni à lui-même. Il ne suffit pas de naître, il faut encore naître à soi-même. Qu'un être se trouve, se définisse en ses propres termes et invente sa vie à partir de sa propre nature a toujours été pour moi un grand motif de réjouissance. Celui qui explore et exploite ses propres possibilités devient l'artiste de sa vie. Ne jamais refuser les invitations que la vie nous fait. Et ce que tu me dis par rapport au paquet surgelé qui continue dans une chaîne sans fin, ça me fait aussi penser à ce film dont j'ai oublié le titre, qui s'appelait, je pense, La vie sauvage, un truc de ce genre-là, où tu avais un jeune qui partait d'abord en camion, je crois, puis il se retrouvait à pied, il allait dans le Grand Nord, il se retrouvait dans une caravane abandonnée ou quelque chose d'abandonné, pour survivre avec la nature. Et il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas, il meurt à la fin du film, il meurt parce qu'il n'y a plus rien à manger, il va manger des baies sans savoir ce que sont ces baies. Et en fait, ça, c'est le problème, je pense, de beaucoup de personnes qui veulent sortir de la chaîne
ah, on ne supporte plus la chaîne, on en sort. Mais on en sort sans s'apprêter, sans être prêt à ce qui va arriver, sans être prêt à la vie vers laquelle on va, parce qu'en fait, on ne sait pas. On ignore, on dit « Ah, mais moi, je vais vivre dans la nature, je vais vivre comme ça ». Mais on n'a jamais fait attention à la nature avant. C'est un rêve que soi-disant on porte soudainement en soi, mais non, qui est aussi un rêve mimétique. Et j'en reviens à ça, il faut avant tout se débarrasser de toutes les tentations mimétiques. Les tentations mimétiques, c'est les désirs que l'on peut avoir, que la société t'offre, et d'une certaine manière t'incite à avoir. Si tu n'as pas le désir d'avoir tel appareil photo, tel smartphone, eh bien, ben, t'es pas dans la norme, quoi. Tout le monde doit avoir envie de ça. Donc, si toi, tu n'en as pas envie, tu es anormal. Simplement. T'es mis hors jeu tout de suite. Au contraire, si tu es mis hors jeu, tu peux commencer à créer ton propre jeu. Quand tu éprouves un manque, cherche dans ce que tu es et cherche dans ce que tu as. Le bien-vivre, c'est le présent merveilleux de celui qui en a fini avec l'espérance et toutes les nostalgies. Une exhortation, ne pas être n'importe qui dans un monde où les gens sont n'importe quoi. Le bonheur n'est pas un but au loin, c'est le chemin lui-même, une suite de moments qui s'ajoutent les uns aux autres avant que l'on puisse comprendre ce que signifie leur somme. Il faut se méfier de tous les paradis que l'on ne porte pas d'abord en soi-même. Et ça me rappelle encore un autre souvenir, ton propre jeu. J'avais une petite fille qui était dans une cour de récréation, c'était la fille d'une amie, et elle était rejetée par les autres. J'ignore pourquoi, maintenant, c'est trop longtemps, j'oublie pourquoi. Et je dis, mais tu es rejetée, comment? Elle me dit, ah, mais je ne peux pas jouer avec elle, elle ne me prenne pas dans les rondes, elle ne me prenne pas enfin, dans les jeux qu'il faisait. Et je dois rester sur le côté. Et j'ai dit, mais c'est simple, sur le côté, invente-toi un jeu, invente-toi, et tu vas voir ce qui va arriver. Et alors, au lieu d'attendre, de montrer aux autres, ah oui, je suis ce que vous êtes en train de faire de moi, quelqu'un d'isolé, quelqu'un qu'on ne veut pas, quelqu'un de différent, eh bien, moi, j'ai créé mon petit monde, et elle s'était fait un jeu, je ne sais plus exactement lequel, pas la marelle, mais elle avait inventé un petit jeu de ce genre-là, quelque part. Et peu après, il y en a une qui vient la trouver, mais qui dit, mais qu'est-ce que tu fous là, toi, maintenant, hein? Tu t'amuses? Ben, elle dit oui, mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est mon jeu, qu'elle a répondu. Et finalement, tout le monde voulait apprendre son jeu, et elle était devenue le centre. Donc, elle n'était plus isolée. On se devine avant de se vivre. Sers-toi de ton esprit comme d'un miroir afin que le monde soit rendu au monde. Changez de repère et vous entrez dans un autre univers. Les développements spectaculaires de la technique ne doivent pas pour autant éclipser les moyens de communication autrement prodigieux, vivants et subtils dont nous disposons à l'échelle de notre petite personne. Pour la communication, nous avons d'abord, avant tout et après tout, notre corps, ce petit cosmos baladeur à l'image du monde et qui contient tout un monde. Bon voilà, je suis allée dernièrement à Soulac-sur-Mer et j'ai vu un panneau indiquant comment prendre le courant s'il t'emporte vers le large. Parce qu'à Soulac-sur-Mer, il y a des endroits de plage qui ne sont pas surveillés et il y a des espèces, paraît-il, de courants marins, mais qui reviennent de terre et qui t'emportent vers le large. Et là, j'étais très impressionnée parce qu'ils indiquent aux gens, ne vous débattez pas, laissez-vous entraîner, laissez-vous traîner dans le courant en essayant d'aller vers les côtés du courant. Et à un moment donné, ça va vous faire une courbe et vous allez pouvoir revenir vers la plage. Donc vous sauvez. Et je me suis dit, mais bon, d'une certaine manière, j'ai construit ma vie comme ça. Je ne savais pas ce que je voulais faire au départ.
Bon, j'avais bien une vague idée, j'écrivais, oui, j'ai toujours écrit, mais avec beaucoup de nonchalance et euh, une grande peur du travail, une grande peur de pas du travail, mais de devoir me concentrer terriblement. La concentration, pendant longtemps, m'a provoqué une espèce d'angoisse intérieure qui faisait que je me mettais à grignoter. Et donc, si je grignote, je grossissais. Donc, le travail, pour moi, c'était pas bon. Je pouvais pas me concentrer sur le travail. Je préfère le voir comme ça. Et peu à peu, au gré du temps qui passait, si, je me suis remise à, non pas à écrire, mais à travailler avec quelqu'un qui écrivait, à découvrir que j'adorais le montage, que j'adorais monter des textes. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû être monteuse de film, je n'en sais rien. Mais c'était ça. J'étais, tout d'un coup, je m'étais laissée entraîner par le courant, j'ai laissé le courant me porter, et dans ce courant, j'ai trouvé les petites dérives, mais je les ai trouvées instinctivement. Je n'ai jamais profondément réfléchi à ce que je voulais faire. J'ai laissé les choses se réfléchir en moi. Il est bien que chacun conserve son secret, sa zone d'ombre, comme un camp retranché dans l'âme, une résidence de l'intimité. Dans l'aventure amoureuse, l'erreur est toujours de chercher à percer le mystère intime de l'autre ou de se montrer soi-même sans ombre. Savoir ce dont on ne veut pas sans pouvoir inventer ce que l'on veut, c'est la carence contemporaine. L'imaginaire fait défaut. Celui qui n'est pas en train de naître est occupé à mourir. Et je pense aussi que pour l'amour, c'était la même chose. J'ai ressenti un jour un très grand coup de foudre. Et je sais que le premier baiser que j'ai reçu de ce coup de foudre, ça a été, j'ai eu l'impression d'avoir été embrassée par un ange. C'était vraiment ça. En plus, c'était devant une église, et ça n'avait vraiment aucune histoire avec, rien à faire avec l'église. Mais c'était ça, il faisait sombre en plus. Il y avait juste un réverbère. À l'époque, il y avait encore des vrais réverbères. Et j'ai eu ce baiser qui était glacé. Mes lèvres étaient glacées et les siennes aussi. Et ça a été le coup de foudre. Et après le coup de foudre, qu'est-ce qui arrive? La vie. La vie qui vous reprend. La vie qui vous entraîne. Le coup de foudre, c'est très beau, mais il y a la vie avec tous les autres autour, avec les aléas, les rumeurs, les remous de la vie. Et un jour, on s'aperçoit, le coup de foudre, il a réduit l'amour en centre. Ce qui est normal. Un coup de foudre, ça réduit la chose en centre. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se dit, on se regarde vraiment, on se dit, mais non, c'est vraiment pas avec ce personnage-là que je voulais vivre. Ce que j'ai cru que c'était un personnage comme un être intérieur en moi que j'ai projeté sur quelqu'un d'autre. Et tout d'un coup, une fois que c'est réduit en centre, qu'est-ce qu'il en sort? Quelqu'un de vrai, quelqu'un qui a sa personnalité. Donc je ne vis pas avec lui. Ou s'il y a encore des choses qui persistent, je vais apprendre à aimer celui que j'ai en face de moi. Pour moi, l'amour se construit quand il a été réduit en cendres. Donc c'est toujours, ça fait partie des aléas de la vie, des petits remous, des choses. En amour, nous sommes comme deux sphères qui ne se touchent qu'en un point, le point par lequel elles jouissent l'une de l'autre. L'amour, c'est le bain révélateur par excellence. Une femme contient toutes les femmes. La femme serait-elle le corps de l'homme? Si l'homme s'éprouve en exil dans sa propre existence, la femme, elle, vit d'évidence. À chaque geste, à chaque absence de geste, la femme devient essentiellement ce qu'elle est, s'accomplit d'évidence à chaque instant accompli. Par rapport à l'écriture, comment dire, tous les personnages principaux que j'ai, enfin qui me viennent. Il faut dire aussi que je réfléchis à un livre, oui, je pense, tiens, un thème m'arrive, une histoire m'arrive, je dis bien m'arrive, elles arrivent tout d'un coup dans ma tête, je ne sais pas d'où elles viennent.
Et je commence à y penser, je prends beaucoup de notes qui ne vont absolument pas me servir, mais qui quelque part doivent nourrir, donc je ne les ouvre même pas, ces notes, une fois que je me mets à écrire, je ne vais jamais les revoir. Et quand je commence un roman, je ne sais pas qui va venir. Souvent, dans ma tête, je me suis dit, ah oui, je vais commencer avec tel personnage, souvent le personnage principal, et c'est quelqu'un d'autre qui arrive, quelqu'un auquel ou à laquelle je n'ai pas pensé quand j'ai pensé au roman. Et c'est ce personnage-là qui va peu à peu tirer tout le fil du roman. C'est comme un cocon qui se dévide, et je découvre peu à peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je veux dire, pas le point d'honneur, mais le point que je veux dans un roman, c'est que je pense que dans la vie, tout ce qui nous arrive, on peut toujours en sortir. On peut toujours en sortir, et c'est autre chose. On peut aussi trouver dans quelque chose qui nous déplaît dans la vie et que nous sommes obligés de faire, on peut trouver une manière de le faire qui nous rende heureux. Et ça, j'en suis certaine, quoi. Il t'arrive un gros pépin dans la vie, eh bien, qu'est-ce que ce pépin te permet de découvrir en toi? Quel don te permet-il de trouver en toi dont tu n'as pas encore eu l'usage, quoi? Ça permet de tout faire sortir peu à peu. Et il y a toujours un retournement possible et une manière, tu te trouves dans un gros problème, et bien dans ce problème-là, tout d'un coup, tu vas avoir une sortie, tu vas avoir une manière de le gérer différemment et tu vas avoir une manière aussi d'améliorer ce que tu es toi. De pouvoir, oui c'est ça, d'améliorer ce que tu es. Au départ, nul n'a une âme, mais chacun en soi les capacités de s'en créer une afin d'échapper au piège du néant. Que ta vie comprenne la mort comme le fruit son noyau et l'arbre son ombre. Un mal s'aggrave dans l'intérêt qu'on lui porte. Les progrès spectaculaires de la médecine et le confort de la sécurité sociale ont permis en même temps à la maladie de se développer dans les meilleures conditions. On soigne la maladie là où il faudrait soigner le malade. On extirpe le mal où il apparaît, sans situer d'abord le patient par rapport à son degré de vitalité. Si on reparle du roman ou même de la manière de pouvoir parler avec quelqu'un, de réfléchir, c'est vrai que je réfléchis, je m'empêche même parfois de réfléchir à quelque chose. Parce que si je m'en empêche, je sais que ça se réfléchit en moi. Que le travail est toujours intérieur en moi et puis est rendu. Mais par contre, je lis beaucoup, je réfléchis quand même, mais pas sur un thème précis. Ça, je m'en empêche, parce qu'il va se réfléchir en moi. Je pense que je me fais confiance, comme j'ai fait confiance à la vie pour ma vie. Comme le petit film dont je t'ai parlé, je sais où je vais. C'est quelqu'un qui a décidé sciemment d'aller quelque part, de mener sa vie sur un certain trajet, et sur ce trajet-là, elle va être déviée et elle va découvrir exactement où elle va. Le but de ma vie est en moi-même et m'est peu à peu révélé. Si on peut parler de révélation, je n'en sais rien, mais peu à peu offert. Je préfère que ce soit offert que révélé. En fait, je pense que ce qui est très important, c'est la disponibilité. La disponibilité, c'est ça. Tu arrives dans une situation, si tu as trop réfléchi à la situation avant, si tu t'es dit « Ah oui, mais ça se construit comme ceci, ça se construit comme ça », immanquablement, soit tu vas être pris dans les rails du paquet de viande surgelée qui va finir, et si tu ne réfléchis pas, si tu ne penses pas, si tu t'accordes la disponibilité, tiens, le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui, d'accord, je l'accepte. Le soleil se lèvera à l'ouest pour moi aujourd'hui et je vais faire ma vie avec le soleil qui se lève à l'ouest. C'est la disponibilité dans tout, et être non pas malléable par les autres, mais malléable pour soi-même.